Vous êtes bien sur France 24, on le craignait depuis la nuit dernière et les mises en garde de plusieurs chancelleries occidentales. Un attentat a donc frappé l'aéroport de Kaboul dans l'après-midi, là où des milliers de personnes tentent de fuir depuis plusieurs jours. Maintenant, la capitale afghane, après la prise du pouvoir des talibans, vous le voyez sur ces images prises par les envoyés spéciaux de France 24 à Kaboul, Cyril Payen et Catherine Norris-Trent. Il est question d'au moins 2 explosions. Ce que l'on sait, c'est qu'elles ont fait plusieurs victimes. 6 morts d'après les urgences hospitalières de Kaboul qui disent avoir accueilli une 60aine de blessés. L'évacuation dans des conditions déjà dantesques des derniers occidentaux présents en Afghanistan est-elle remise en cause? On va en débattre dans un instant avec ici même à mes côtés le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Bonjour général. Également parmi nous Gérard Chalian, expert en stratégie géopolitique. Bonjour. Bonjour. Anne Genta est avec nous depuis Cahors dans le Lot, députée La République En Marche, membre de la Commission des Affaires étrangères. Vous nous donnerez la position des autorités françaises face à ce qui vient de se passer, cette double explosion qui a donc ensanglanté l'aéroport de Kaboul. Ma consoeur Anne Niva est également avec nous, grand reporter, auteur des Brouillards de la guerre, dernière mission en Afghanistan, c'était chez Fayard, également de Lendemain de guerre en Afghanistan et en Irak. Vous avez bien connu le territoire afghan et vous nous en parlerez dans un instant. Mais d'abord, retour en images sur les événements de cette fin d'après-midi à Kaboul. Il était aux environs de 18h, heure locale, quand ces 2 explosions ont donc retenti aux abords immédiats de l'aéroport. Blessé à la tête, cet homme revient du lieu de l'attaque aux abords de l'aéroport de Kaboul. 2 explosions meurtrières ont visé en milieu d'après-midi l'un des 3 points d'accès de l'aéroport militaire, notamment celui au sud, appelé Abigate. Nous étions très proches, près du fil barbelé. Quelqu'un a dit qu'il y avait eu une explosion près d'un avion étranger. À la porte d'embarquement ou à l'intérieur? À l'intérieur de l'aéroport. Êtes-vous sûr? Vous l'avez vu? Oui, c'est ce que les gens disent. La situation est très critique. Tous ces Afghans-là sont aussi en train de quitter le site, une zone où se pressent depuis 12 jours des milliers de ressortissants étrangers et d'Afghans pour quitter le pays. De sources militaires américaines, l'une des attaques au moins est due à un attentat suicide. Des gens ont été projetés partout, leur reste était partout. Il y a aussi des soldats des forces étrangères qui sont tombés. Des gens ont commencé à fuir et nous sommes partis. L'attaque a fait de nombreuses victimes, parmi elles des militaires américains. Depuis plusieurs jours, les États-Unis et d'autres chancelleries avaient mis en garde contre une menace très élevée d'attentats terroristes. Depuis le début du pont aérien le 14 août, les États-Unis ont contribué à l'évacuation de près de 100 000 personnes. Les centaines de soldats américains qui sécurisent l'aéroport de la capitale afghane doivent avoir quitté le pays d'ici le 31 août, date butoir de leur retrait total, fixée et confirmée par le président Joe Biden. Quel groupe est donc derrière cette attaque? Très rapidement, Washington a porté ses soupçons sur le groupe État islamique du Khorasan. Wassim Nasr, vous êtes avec nous en direct, spécialiste des mouvements djihadistes sur France 24. Qu'est-ce qui porte à croire que ce groupe pourrait être à l'origine de cet attentat? Effectivement, parce que c'est le seul groupe qui a intérêt aujourd'hui à nuire à ce process d'exfiltration de ressortissants étrangers et d'Afghans et de démontrer en tout cas que la guerre continue, soit avec les forces occidentales parce qu'on sait qu'il y a des victimes américaines, mais aussi contre les talibans. Il faut rappeler que l'État islamique a à Kaboul une palette de modes opératoires à sa disposition qui commence par l'engin explosif et qui passe par la roquette, comme on a vu en juillet dernier contre le palais présidentiel, ou le kamikaze. Et là, en l'occurrence, on a deux explosions. On soupçonne que ce sont des 2 kamikazes. Et donc, à l'heure où les talibans veulent dire que la capitale est sécurisée et qu'ils sont à même de se maintenir dans cette capitale, l'État islamique vient marquer un coup. C'était prévisible, je pense que c'était dans la réflexion de tous ceux qui ont participé à cet effort d'exfiltration depuis le premier jour, hein, mais ça s'est précisé hier, d'où les mises en garde exprimées par plusieurs chancelleries, mais malheureusement, c'était qu'une question de temps, parce que même pour l'État islamique, ces Afghans qui essayent de fuir, pour lui, leur sang est licite, parce qu'ils essayent de fuir avec en tout cas les Américains, les mécréants, les occupants, et d'un autre côté, ils tapent sur les talibans, qui pour lui
ont participé à cette passation de pouvoir, comme ils disent les djihadistes de l'État islamique, entre Américains et talibans, et qui les aident, au lieu de les attaquer, les aident à quitter le pays. Donc c'est une période très très cruciale où la gouvernance des talibans est bien sûr scrutée par les Occidentaux, mais aussi par les djihadistes, parce que tout va dépendre de comment ça va s'articuler sur le terrain. De fait, les talibans qui ont réussi à contenir l'État islamique à Nangarhar ou à Kunar, en parallèle, on va dire, avec les forces afghanes et les forces américaines, aujourd'hui vont se retrouver dans une situation où ils sont obligés de faire du contre-terrorisme en ville, en zone urbaine. C'est une autre paire de manches, surtout qu'on sait, même si l'État islamique a perdu son assise territoriale en Afghanistan, il a toujours un gros potentiel, à ne pas oublier, un gros potentiel aussi de par les déçus des talibans qui n'acceptent pas peut-être ces exfiltrations ou le mode de gouvernance à venir. Donc c'est à surveiller de très près, parce qu'avant tout, l'État islamique s'est implanté en Afghanistan avec des déçus des talibans. Les talibans qui condamnent ces attentats survenus, disent-ils, dans une zone sous la responsabilité américaine. Wassim, comment comprendre cette déclaration ? Ils essayent de dire en tout cas que ce n'était pas de leur responsabilité, que c'était la responsabilité des Américains. Évidemment, ils vont mettre ça sur le dos des Américains, mais en tout cas, c'est une manière de dire que ce ne sont pas eux qui sont responsables ou commanditaires de ces actes-là. Il faut le lire comme ça, d'une manière politique, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, les talibans ont tout intérêt à que tout se passe bien et que l'exfiltration se passe bien. On sait même que les Américains sont allés plus loin que l'exfiltration de l'aéroport. Ils ont été chercher des gens à Kaboul, ville même, avec des forces spéciales. Il n'y a eu aucune opposition des talibans. Donc encore une fois, les seuls qui ont envie aujourd'hui de faire obstruction à cela, c'est l'État islamique avec des cibles de choix, donc des militaires occidentaux, des ressortissants occidentaux, des fonctionnaires occidentaux et des Afghans qui bossent pour les Occidentaux. Donc tous les éléments sont réunis pour faire un coup de force dans une ville où, encore une fois, ils ont tous leurs moyens. On a l'impression de découvrir aujourd'hui l'État islamique en Afghanistan ou l'animosité avec les talibans, mais ça remonte à plusieurs années. C'est quelque chose qui dure et quelque chose qui a un vrai potentiel dans l'avenir et qui va donner du vrai fil à retordre aux talibans, ne serait-ce que pour, on va dire, tenir leurs promesses qu'ils ont données à Doha. Ça veut dire, en gros, de maintenir Al-Qaïda, qui a amené l'agence à eux, sous cloche, mais aussi de continuer à combattre l'État islamique. Un dernier mot, Wassim, le simple fait que cette menace terroriste était connue au moins depuis la nuit dernière, puisque Washington, Londres, mais également Canberra ont fait part de ces menaces sans parvenir à éviter ces deux attaques, cette double explosion. Cela indique quoi, d'après vous ? Donc c'était inévitable, surtout. C'était vraiment inévitable, vu la situation et le chaos engendré, c'était vraiment inévitable parce qu'on pouvait s'attendre à plusieurs modes opératoires, que ce soit roquettes ou kamikazes ou voitures piégées ou infiltration de ressortissants qui essayent même de rentrer dans l'enceinte de l'aéroport avant de se retourner contre les soldats américains ou autres. Donc c'était vraiment inévitable. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dès le premier jour, en tout cas, les avions français qui décollaient les A400M, ils lançaient des leurres. C'est pour vous dire des leurres, ça veut dire au cas où il y a un missile solaire, qu'il soit détourné de l'avion. Ça veut dire, dès le premier jour, tout le monde avait cette idée en tête. Tous ceux qui travaillent le sujet s'y attendaient. Personne n'en parlait pour ne pas peut-être, on va dire, attiser la chose, mais c'était vraiment une question de temps. Et je pense, en tout cas, qu'il n'y a aucun moyen d'y remédier. Il faut juste que les exfiltrations se fassent dans les meilleures conditions, et là, ce sont les meilleures conditions parce que ça se fait quand même en coordination avec les talibans qui, pour le moment, tiennent parole et ne s'attaquent pas à l'enceinte de l'aéroport et laissent les Occidentaux exfiltrer les leurs, que ce soit les Français, les Américains ou les autres. Ça aurait pu être pire, mais les talibans ne tiennent pas tous leurs éléments. On peut imaginer que ça peut bouger de ce côté-là. Évidemment, c'est aussi pris en compte, mais le danger de l'État islamique est pris en compte depuis le début et je pense qu'il n'y avait pas moyen, en tout cas, de pallier à cela à 100%. Merci, Wassim Nasr. Général Trinquant, le fait que les talibans aujourd'hui imputent d'une certaine manière, non pas la responsabilité de l'attentat lui-même, mais en tout cas la gestion de cette zone aux Américains, est-ce que c'est... j'allais dire de bonne guerre, c'est évidemment pas la bonne expression vu les circonstances. Est-ce qu'ils ont raison de le faire? Est-ce que surtout ils ont raison tout court? Alors ils ont raison, non. C'est de bonne guerre, oui. En fait, il y a 4 cibles. Moi, j'en rajouterai une par rapport à ce que disait Wassim Nasr. L'armée américaine, les Occidentaux, mais là, évidemment, 6 000 soldats américains.
les talibans, la population qui veut rejoindre les Occidentaux, donc des traîtres, et surtout la cible médiatique. C'est extraordinaire pour les talibans de pouvoir toucher physiquement 3 cibles et d'être reportés dans le monde entier comme nous sommes présents en Afghanistan, comme ailleurs, et nous combattons l'ennemi lointain, les Occidentaux, mais l'ennemi proche aussi, parce que les talibans, pour nous, sont des traîtres puisqu'ils ne vont pas appliquer les règles que nous voulons appliquer. Et les Afghans, qui ne veulent pas appliquer les règles, voilà ce qui se passe. Donc pour eux, c'est un truc extraordinaire. Alors simplement sur le renseignement, parce que c'est assez étonnant, depuis 2 jours, on avait ce renseignement qui arrivait. Oui, il y a une mise en garde, mais un sentiment d'inévitabilité maintenant. Alors je vais faire un joke, mais les Alliés sont mieux renseignés aujourd'hui qu'ils ne l'ont été pour l'arrivée des talibans. Il faut le reconnaître, puisqu'ils n'ont pas vu arriver les talibans. En revanche, là, ils sont bien renseignés, et ça va peut-être vous surprendre, sous votre contrôle. Moi, je pense que le renseignement, il est arrivé par les talibans et par les Pakistanais, qui ont dû avoir ce renseignement et qui l'ont passé. Bon, ils avaient un renseignement flou, ils ne savaient pas où, quand, comment, mais ils savaient que quelque chose se montait et ils ont passé ça aux Occidentaux parce que pour eux, ils savaient très bien que ce serait une catastrophe si cet accident arrivait, que des talibans soient touchés, des réfugiés soient touchés et des Américains soient touchés avec la même bombe. Savoir qu'un attentat est en préparation, qu'il va avoir lieu sans pouvoir l'empêcher, c'est quoi le fruit d'écoute, Gérard Chaliand? Non, c'est très classique. La rumeur d'un attentat qui va se faire, ça pullule. Par contre, savoir quand, qui et où, c'est une autre paire de manches. Où, c'est assez facile. C'est-à-dire que ça pouvait être que l'aéroport. Mais c'est quoi? C'est 2 types à qui on a dit « tu te flingues » et point final. Comment savoir que c'est ces 2-là? Vous voyez ce que je veux dire? Rien n'est plus facile. Ils ont fait un très beau coup du point de vue, comment dirais-je, propagandaire, mais ça ne veut pas dire pour cela que les talibans ne contrôlent pas, en gros, la situation. Et ça dit quoi de la présence du groupe État islamique à Kaboul? Est-ce qu'on aurait tort d'extrapoler de cet attentat une omniprésence, ou est-ce qu'en revanche, ça indique bien qu'aujourd'hui, le groupe État islamique est capable de frapper n'importe où en Afghanistan? Bon, non. Je veux dire, ils n'ont pas le nombre suffisant, ils ne représentent pas une force, ils seraient incapables de disputer, par exemple, une province. Non, il y a un certain nombre de milliers de gens qui appartiennent à cette mouvance, de la même façon qu'il y a un certain nombre de gens qui appartiennent à d'autres mouvances extrêmes. Mais en gros, les talibans sont vraiment les maîtres du pays. Nous sommes bien payés pour savoir qu'on peut être ceux qui contrôlent le pays, mais qui sont incapables de contrôler cette partie qui fait que les autres peuvent toujours vous frapper ici ou là. Ouais, c'est comme ça. Le terrorisme, ça sert à ça, justement. Le président de la République, Emmanuel Macron, en tout cas, a pris la parole. Il s'est exprimé. Pour lui, les évacuations doivent se poursuivre. La France va encore tenter d'évacuer plusieurs centaines d'Afghans de Kaboul. Écoutez le président français. C'est l'honneur de la France, depuis le début, de procéder à ces évacuations, de protéger, et nous continuerons de le faire. Les dernières heures ont été extrêmement difficiles et j'ai une pensée pour nos équipes, une pensée aussi pour toutes les familles et pour toutes celles et ceux qui sont en train d'essayer de protéger leur vie et de quitter le pays, alors même que plusieurs explosions aux abords de l'aéroport sont survenues dans les dernières minutes et les dernières heures. Anne Gentet, pour La République En Marche, membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. La France doit-elle poursuivre ces évacuations selon le calendrier qui avait été annoncé en début de journée par le Premier ministre Jean Castex et donc achever ces évacuations d'ici demain? Alors, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée très émue pour les familles. J'ai des familles, moi, qui me contactent régulièrement, et encore il y a quelques heures, une famille qui m'alertait sur la situation de ses proches qui était justement à la porte Abbey Gate et dont je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc une grande émotion. Également un grand hommage pour nos personnels sur place qui, avec beaucoup de sang-froid, avaient alerté tous ceux qui pouvaient rejoindre l'aéroport et envisager un départ avec nos rotations, ou ce soir ou demain, et qui ont su les alerter et qui continuent à essayer de faire au mieux pour évacuer. Alors, pour répondre à votre question précisément, il a toujours été dit que la priorité était la sécurité de tous. Donc nous avons un dispositif qui est en place,
qui permet de faire des rotations. Nous en avons eu aujourd'hui, un peu moins, nous en aurons en principe demain, mais jamais au détriment de la sécurité. Donc tout ça, ces évacuations sont prêtes. Nous avons des listes de personnes qui ont été enregistrées, qui sont prêtes à être évacuées, mais qui ne le seront que dès lors que la sécurité de tous peut être assurée. Donc je ne peux pas vous dire avec garantie que les évacuations telles que prévues auront lieu. En tout cas, nous avons un planning qui sera mis en œuvre dès que la sécurité le permettra localement. Vous avez compris que le chaos sur place et le chaos qui vient de s'ajouter au chaos complique considérablement une tâche qui était déjà d'une complexité immense. Vous confirmez qu'aucun soldat, policier ou diplomate français n'avait été engagé aujourd'hui à Abbey, donc cette porte qui a été frappée devant l'aéroport de Kaboul? Ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de victimes françaises, telles que nous en a informé notre ambassadeur David Martinon sur place. De là à dire qu'aucune de nos forces n'était sur place, je ne peux pas le confirmer. Anne Niva est également avec nous. Anne, d'abord, vous connaissez bien l'Afghanistan. Est-ce que cet attentat, aujourd'hui, il vous surprend? Pardon, je vous ai mal entendu. Vous vous adressez à moi? Oui, Non, Anne Niva, l'attentat est-ce ne que vous me nous surprend pas du entendez? tout. Oui, tout à fait. On vous écoute. Oui, Et je vous entends. cet attentat, est-ce qu'il vous a surpris compte tenu de ce que vous connaissez de l'Afghanistan? Non, pas du tout, et ça a été très bien rappelé par mes collègues juste avant moi. On croit que tout est facile à régler d'ici de nos démocraties stables occidentales, mais nous sommes dans une ambiance chaotique. Les talibans, ça n'est pas parce qu'ils ont pris toutes ces villes et donc qu'ils sont maintenant à la tête, au sommet de l'État qui n'est pas encore un État islamique, mais qu'ils veulent créer comme un État islamique de l'Afghanistan, ce n'est pas parce qu'ils ont eu cette facilité que dans le détail, jour après jour, ça va se passer facilement. Difficile à gouverner pour les talibans, comme pour tout le monde, si je puis dire. Et puis il faut vraiment insister là-dessus, une espèce de rupture qu'il faut bien que les téléspectatrices et les téléspectateurs comprennent entre les talibans d'une part et Daesh, l'État islamique de l'autre. C'est-à-dire que ces deux attentats qui viennent d'avoir lieu ne sont évidemment sans doute pas le fait des talibans. Ils sont le fait de kamikazes, bien sûr, qui ont voulu montrer par leur mort justement qu'ils existaient, profiter de cette aubaine, une aubaine absolument inouïe, qui est celle du Un problème. de milliers de gens qui veulent partir. Et vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y, Anne. C'est saccadé, mais pour l'instant, on vous entend. Donc, malheureusement, il s'agissait d'une aubaine que des terroristes, dont des terroristes ont profité. Et je ne suis pas sûre que cela va continuer, je ne l'espère pas. Mais les talibans eux-mêmes ne peuvent pas souhaiter ce genre d'acte parce que les talibans n'ont qu'une idée en tête, c'est de créer l'émirat islamique d'Afghanistan et que cet émirat soit Ils ne veulent qu'une chose, c'est évacuer tous ceux qui le peuvent d'une façon plus ou moins normale. C'est difficile. Général Trinquant, comment vont-ils réagir justement les talibans, puisqu'on sait qu'il y a des blessés effectivement parmi les talibans et que cet attentat démontre au minimum un déficit de contrôle, de maîtrise de la capitale afghane? Oui, moi, en écoutant, je me dis, les talibans, puisque j'écoutais le président qui disait qu'il y avait 20 bus qui étaient prêts à aller, qui ne pouvaient pas aller à l'aéroport et tout. Moi, je pense que les talibans vont faciliter cette sortie des 20 bus. Parce qu'il ne faut pas rajouter du chaos au chaos. Il y a suffisamment de chaos comme ça. C'est l'intérêt maintenant des talibans que les évacuations s'achèvent le plus vite possible, dans les meilleures conditions de sécurité? Exactement. Et en particulier, lorsque c'est préparé comme ça a l'air d'être préparé là, 20 bus avec des gens dedans qui ont tous les papiers qu'il faut et qui ont des sauf-conduits français, ils ont intérêt à le faciliter de façon à ne pas rajouter du chaos. Maintenant, est-ce que ça va être faisable ou pas? Je ne sais pas. Mais les talibans se rendent bien compte que là, ils ne contrôlent pas complètement la situation, qu'il y a une période critique jusqu'au 31 et qu'il faut réduire la criticité, si j'ose dire, de cette période. Donc, permettre le rapatriement, aider aux choses jusqu'au 31. En revanche, le 31, ils sont fermes absolument. Les gens qui restent, c'est de l'armée d'occupation. Ils n'ont pas à rester, donc ils sont très fermes. Mais ils ont quand même ouvert une autre porte. Ils ont dit, ceux qui ont des papiers, donc les passeports américains, canadiens, français ou etc. Pourront voyager sur avion de ligne. Pardon? Sur les avions de ligne, mais sur les avions de ligne. Alors, lorsque l'aéroport civil ouvrira, donc c'est pas demain, c'est pas après-demain, ça va prendre du temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont
quand même ouvert cette porte tout en fermant celle des Afghans qui ne sont pas des ayants droit et qui, eux, doivent rester en Afghanistan parce qu'il va falloir diriger un État après. Et ça va être plus compliqué. Gérard Chaliand, alors cet attentat, il change beaucoup de choses, hein, on va peut-être évoquer dans l'ordre. Le sort d'abord justement de ces Afghans qui comptaient ou qui espéraient pouvoir partir, est-ce qu'il est d'ores et déjà scellé? Alors on savait que les talibans, évidemment, leur avaient intimé l'ordre de rester chez eux et de s'éloigner de l'aéroport. Désormais, est-ce qu'ils vont employer la manière forte pour empêcher ces Afghans de s'approcher de l'aéroport? Est-ce que les attentats eux-mêmes sont de nature à les dissuader de continuer à se rendre en masse vers ces avions? Non, ça ne va pas les dissuader de se rendre en masse parce qu'ils espèrent toujours partir. Non, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que la somme des Afghans qui souhaitent partir ne pourra pas partir. Ils vont être coincés. On va s'occuper d'abord de l'évacuation des étrangers, sous-entendu essentiellement les Occidentaux. Et pour le reste, ma foi, il y a de toute façon pléthore, il y a beaucoup trop. C'est impossible de laisser partir tous ceux qui souhaitent. Ils vont être prisonniers d'une situation contre laquelle ils ne peuvent rien. Anne Gentet, faut-il que la France augmente ses capacités de rapatriement? Elle va tenter d'évacuer plusieurs centaines d'Afghans de Kaboul. Voilà ce que disait le président français Emmanuel Macron aujourd'hui. Comment comprendre ces propos? Notre dispositif, pour le moment, est dimensionné pour pouvoir évacuer ces 20 bus et peut-être éventuellement d'autres personnes. Le dimensionnement de notre dispositif ne dépend pas que de nous. Pardonnez-moi, mais dans ces 20 bus, combien de ressortissants français, combien d'autres nationalités? Alors, je n'ai pas le détail. À chaque fois, nous avons beaucoup de binationaux et de familles. Vous savez, j'ai beaucoup d'ailleurs de contacts comme ça, de familles qui sont des Français mariés dont le conjoint est afghan ou afghane et qui essayent donc de sortir d'Afghanistan. Donc, beaucoup de familles binationales et un certain nombre d'Afghans également. Nous n'avons pas le détail et vous comprendrez pourquoi. C'est aussi pour des raisons de sécurité. Parmi ces personnes que nous évacuons, certains ne veulent pas faire savoir qu'ils sortent. Ils ne veulent pas faire savoir qu'ils sont arrivés en France ou ailleurs. Donc nous devons également respecter leur désir de discrétion. On le comprend vis-à-vis des autorités talibanes. Donc pour revenir à notre dispositif, il est dimensionné et le dimensionnement ne dépend pas que de nous, il dépend aussi de nos alliés, notamment nos alliés américains. La rotation des avions est très impressionnante. Les Américains, je crois, ont plus de 18 appareils pour faire des rotations. Nous en avons 2 et je ne suis pas certaine qu'au-delà de 2 avions, nous pourrions avoir le dispositif sur place nous permettrait d'avoir un 3e avion. En tout cas, nous avons pu jusqu'à présent, je voudrais quand même le souligner, ramener plus de 2000 Afghans pour le coup, un total de plus de 2600 personnes. Ce sont des Afghans, des familles d'Afghans qui étaient déjà en France, des familles afghanes de Français en France, et puis encore une fois ce travail tout à fait remarquable de nos autorités sur place, parce que franchement, dimensionner le dispositif, nous accorder avec nos alliés, trouver les créneaux pour décoller, pour atterrir, pour filtrer les gens, pour vérifier les identités avec des soucis d'orthographe, de compatibilité, de vérifier que les noms ne nous ont pas été donnés 2 fois, que nous n'avons pas 2 fois la même personne avec 2 orthographes. Vous n'imaginez pas la complexité que nous devons traiter quotidiennement et que nos diplomates et nos agents consulaires sur place traitent. Quels sont les critères, Anne Gentet, d'acceptation de ces Afghans sur le sol français, ou en tout cas de leur rapatriement par des avions vers la France? Le fait qu'ils aient travaillé avec l'armée française ou les services consulaires ou diplomatiques français, c'est ça l'unique condition? Ah, pas du tout, pas du tout. Tous ceux qui ont travaillé avec les autorités françaises, armées ou les autorités civiles, nos instituts, etc., se sont vus proposer un retour en France avec leur famille déjà depuis plusieurs mois. Et c'est comme ça que nous avons ramené déjà en France des Afghans et leurs familles. Aujourd'hui, c'est plus de 1300 personnes qui avaient déjà été ramenées avant le 15 août. D'ailleurs, nous avions même affrété un avion spécialement pour ça le 16 juillet. Mais tous n'avaient pas forcément accepté notre proposition. Et certains avaient dit, écoutez, je vais voir, on va attendre, on va voir comment ça évolue, peut-être un peu plus tard. Et puis donc du coup, certains ont souhaité, là, avec la chute de Kaboul le 15 août, ont demandé une évacuation d'urgence. Mais ça, c'est une partie des 2000 Afghans que nous avons ramenés. La majorité sont en revanche des personnes qui n'avaient pas directement travaillé pour nous, mais qui avaient par leur engagement, par leurs idées, par leur profession. Moi, j'ai eu des professeurs, j'ai eu une ingénieure géographe, j'ai eu une assistante d'un personnel politique haut placé, j'ai eu vraiment toutes sortes de profils qui m'ont contacté et ces personnes-là
ont demandé ou ont eu, alors avec les critères, vous me posez la question des critères, là il y a évidemment une question de priorité. Une priorité, en tout cas d'instruction des dossiers, a été largement donnée aux femmes et aux jeunes filles très vulnérables, très exposées, notamment dès lors que celles-ci étaient les conjointes, les familles de personnes déjà en France. Et puis ensuite, vous avez, l'autre jour, je crois que c'est un avion qui contenait plus de 80 femmes liées au monde culturel qui ont pu être ramenées en France. Donc leur engagement culturel, leur métier, leur profession les exposait à un risque de représailles ou de mise en difficulté par les autorités talibanes. Anne Niva, plus de 2000 Afghans accueillis en France. Vous considérez que c'est suffisant? Faut-il aller plus loin? Pourquoi? Non, écoutez, moi, je n'ai pas la réponse parce que je ne suis pas une politique. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que la personne qui vient de parler avant moi, qui représente la République en marche, a dit est très intéressant. Mais j'aurais bien aimé, moi qui suis observatrice de l'Afghanistan depuis bien longtemps, qu'on s'intéresse à nos auxiliaires militaires et à ceux qui ont œuvré, dit-on, pour nous en Afghanistan bien plus tôt. Parce que la France s'est retirée d'Afghanistan en 2014, au moment où l'OTAN s'en est retirée. Et moi, j'ai énormément de connaissances afghanes qui ont bien du mal, tout le mal du monde, à se faire entendre justement pour pouvoir arriver sur le territoire français. Pourquoi? Mais c'est une évidence, c'est parce que jusqu'à ce que Kaboul chute, c'est-à-dire jusqu'à il y a quelques jours, tout simplement, eh bien, on l'a tous oublié, mais le régime en place à Kaboul était un régime que nous avions reconnu, qui était un régime démocratique, qui était un régime que nous soutenions par le président Ashraf Ghani, qui a lâchement abandonné son pays il y a quelques jours. Et donc, nous estimions, nous, autorités françaises, que les Afghans, finalement, n'avaient pas forcément de danger à continuer à vivre dans leur pays et donc qu'ils n'avaient pas à venir toquer à notre porte. Tout a changé en quelques jours. On est là dans une pagaille invraisemblable. Alors, je suis ravie qu'on puisse, comme ce qui a été dit, aider les personnes qui sont dans le besoin, même si Gérard Chaliand a bien raison, nous ne pourrons pas aider tout le monde. Mais enfin, je souligne quand même que c'est la moindre des choses. Anne Niva, Anne Gentet vient de nous dire beaucoup de ces auxiliaires souhaitaient rester. Possibilité leur a été donnée, semble-t-il, ces derniers mois de rentrer. Et ce que nous dit Anne Gentet, c'est que beaucoup d'entre eux ont souhaité rester jusqu'au dernier jour et jusqu'au moment où ils ont finalement eu la conviction que les talibans allaient prendre possession de Kaboul. Écoutez, sans aucun doute, je ne pense pas que Mme Gentet connaisse tous les dossiers dont elle parle. Évidemment que tout est complexe, que quand vous êtes afghan et que vous êtes jeune et que vous avez aidé l'armée française ou participé à une exposition dans un centre culturel français, etc., vous vous posez des questions sur est-ce que vous allez pouvoir continuer à vivre normalement dans ce pays? Bien sûr, et moi je trouve ça très intelligent de la part des Afghans de se poser des questions sur la façon dont ils vont pouvoir non seulement être accueillis en France, parce que ça c'est très bien et je le répète, c'est la moindre des choses, mais la façon dont ils vont pouvoir ensuite reconstruire leur vie en France. Et nous savons tous que ça n'est pas facile. Donc voilà, mais le sujet, ce qui est important de dire aussi, c'est que nous n'allons pas être sous une espèce d'un nombre terrifiant d'Afghans qui vont venir vers la France. Il ne faut pas faire peur aux Français non plus. Il ne s'agit que quelques milliers de personnes, d'individus. Tous ceux qui voudront partir là, parce que c'est la panique générale et c'est un élan normal que de vouloir partir, ne pourront pas partir. Et surtout, moi, ce que j'espère, c'est que les médias ne vont pas abandonner l'Afghanistan quand nous aurons terminé nos évacuations. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, qui va prendre le pouvoir, de quelle façon, qu'est-ce qui va se passer, quelle sera la politique menée, etc. C'est ça qui va être intéressant. Qui va reconnaître le pays? Il y a 3 ambassades qui ne sont pas parties. Je vous rappelle que c'est quand même très important. Enfin, c'est la Chine, le Pakistan ne sont pas partis. Et la Russie. Il va falloir suivre, et d'autres pays comme la France sont attentistes, et on fait bien de le faire, ce qui va se passer en Afghanistan. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui se passe en Afghanistan. Ce sont ceux qui sont arrivés à Kaboul ces derniers jours et qui ont bien du mal à s'entendre déjà entre eux, entre la génération des talibans qui étaient là il y a 20 ans et les nouveaux talibans, ceux qui ont grandi avec cette guerre. Et forcément, ça ne va pas être simple. Merci Anne, vous restez avec nous. Général Trinquant, vous comprenez qu'on ait ce débat en France du nombre d'Afghans qu'il faut accueillir et certains nombres de voix s'élèvent pour dire qu'il faudrait en accueillir davantage, d'autres au contraire, il y a un risque à la fois pour la sécurité et peut-être demain d'appel d'air. Oui, mais alors, premier point, et j'approuve tout à fait ce qui vient d'être dit, revenons sur les chiffres. L'année dernière, je crois, sur les 10 000 Afghans, bien avant cette crise,
qui étaient en France, les 3/4 ont eu l'autorisation de rester là. Là, on parle de 2000. Donc vous voyez que le chiffre est assez disproportionné. Je reviens un peu sur ceux qui ont servi l'armée française. Je voudrais rappeler que l'armée française, combattante, acquittée en 2011, instructeur en 2014. Donc ça fait 7, 8 ans, 9 ans. Beaucoup des gens qui ont travaillé pour l'armée française, les militaires français, qui ont dans leur mémoire collective le souci des harkis, vous voyez, ont tout de suite insisté pour qu'on puisse les rapatrier. Ils vont être en danger. Mais beaucoup de ces jeunes ont servi d'autres armées. Parce qu'une fois que les Français étaient partis, il fallait bien travailler. Et il y avait un job. Et j'avais travaillé avec les uns, je vais travailler avec les Américains, avec les Polonais, avec d'autres. Et donc, ce qui s'est passé, il y a eu deux choses. Il y a eu effectivement ceux qui disaient on va rester là parce qu'il y a un boulot et puis les talibans vont pas arriver tout de suite. Et puis, il ne faut pas se masquer, il y a le problème de l'administration aussi, qui est parfois un peu longue. J'ai été sur plusieurs plateaux avec des journalistes qui m'expliquaient, mais j'ai encore 20 dont le dossier est carré et il y a même un ordre administratif de leur donner un visa et ils ne l'ont pas. Donc, on fait tout son possible. Tout ceci parle sur des petits chiffres. Oui. Donc, ce n'est pas une volonté politique, dites-vous, d'avoir fait traîner les choses. Mais bien sûr que non. Et on parle de petits chiffres, je le répète encore. Alors évidemment, pour chaque personne, c'est un drame. Mais ce sont des petits chiffres. Et sur le fond, beaucoup d'Afghans étaient déjà partis. Et sont déjà en France, d'ailleurs. Et donc, ceux qui restent là, on parle, comme disait Madame la députée, de gens qui ont été sélectionnés, entre guillemets, selon un certain nombre de critères. Au passage, dernier point, le maintien de l'ambassade de France. Je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on reste là-bas. Il faut qu'on ait des yeux, des oreilles, qu'on reste là-bas. Y compris l'ambassadeur David Martinon qui doit rentrer en France et exercer sa mission depuis Paris. Non, alors, écoutez, je ne vais pas prendre la place de Monsieur Le Drian pour dire ce qu'il faut faire, mais moi j'ai un souvenir, c'est l'ambassade en Syrie. Le jour où on a rapatrié l'ambassade en Syrie, on a perdu tous les contacts avec ce qui se passait là-bas. Et quand on a voulu y revenir, on a eu beaucoup de mal. Alors il faut maintenir une ambassade. Pourquoi ? Pour ce que je disais, écouter, voir, être présent, être capable de négocier, connaître le pays, mais aussi le travail de sélection des gens qui sont sortis. C'est un travail remarquable de l'ambassade, parce qu'il faut les identifier, les gens. Une fois qu'il n'y avait plus d'armée française, plus d'administration, rien, qui est en contact avec ces gens-là, qui est capable de dire que cette personne qui travaille pour les droits humains peut être en danger. Si on n'a personne là-bas, on va avoir beaucoup de mal. Anne Jontey, êtes-vous toujours avec nous? Parce que je sais qu'elle doit nous quitter dans les prochaines minutes. Il y a le cas de cette personne, cet Afghan, gardé à vue et qui a finalement donc été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour avoir enfreint la surveillance auquel il était astreint à son arrivée en France. Est-ce que vous craignez, puisque lui était soupçonné de proximité avec les talibans, tout comme d'ailleurs 4 de ses compatriotes, que cela n'alimente peut-être un sentiment, des craintes ici? On a vu dès hier Gabriel Attal mettre en avant l'impératif sécuritaire dans l'accueil. Et je crois qu'il faut bien garder, je veux vraiment rassurer les personnes qui nous regardent en ce moment sur les mesures qui sont mises en place pour vérifier. Donc, encore une fois, j'avais hier soir un briefing avec la ministre des Armées et le ministre des Affaires étrangères qui nous ont bien précisé qu'il y a un contrôle des identités de tous les dossiers qui nous sont transmis pour voir qui sont ces personnes, quels sont leurs liens, quelles sont leurs activités. Les services de renseignement sur place nous aident, bien évidemment. Ensuite, il y a un deuxième filtrage. Donc, un premier filtrage, je dirais, sur papier, un premier filtrage, un deuxième filtrage ensuite à la montée dans l'avion à Kaboul, un troisième filtrage en arrivant à Abu Dhabi et ensuite un quatrième filtrage en arrivant à Paris. Et tout ça avec des moyens qui sont largement augmentés depuis quelques années. Je voudrais rappeler que nous avons considérablement augmenté les moyens attribués au renseignement français. C'est pour ça qu'on a la possibilité de lever le lièvre suffisamment tôt. Donc oui, il faut vraiment garder à l'esprit que nous devons mettre en avant cet impératif de protéger ceux qui sont ces gens que nous ramenons aujourd'hui en France ou en Europe. Ce sont les gens qui sont finalement et la mémoire et l'âme de l'Afghanistan. Et pour tous ceux qui ont pu approcher, vivre et connaître l'Afghanistan, nous avons besoin de ces personnes-là pour un jour pouvoir reconstruire un Afghanistan, en tout cas plus apaisé, dans lequel on pourra envisager un avenir pour la jeunesse. Donc, oui, c'est tout notre honneur de pouvoir les ramener. Il faut pouvoir le faire dans les meilleures conditions, à la fois d'évacuation et de sécurité, une fois qu'ils sont sur le sol français. Et c'est vraiment ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Vous comprenez qu'on ait pu rapatrier 5 personnes ayant des proximités présumées avec les talibans?
Je comprends surtout que dans le chaos qui existe sur place à Kaboul, dans les difficultés d'exercer ce contrôle des familles et des personnes à embarquer et à évacuer, oui, il peut y avoir des failles et des opportunités pour soit une organisation très bien organisée pour nous infiltrer, manque de chance pour elle, elle a été démasquée, ou bien pour des personnes plus opportunistes qui se disent bah, finalement mon avenir n'est peut-être pas avec les talibans, il est peut-être plutôt ailleurs et pourquoi pas l'Europe, et je vais essayer. Donc l'opportunisme de quelque nature qu'il se soit peut exister. La France n'est pas naïve, elle le sait. Dans toutes les situations de ce type, ça peut exister. Et notre renseignement est parfaitement au fait de ces situations-là. Merci Anne Genetet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche et membre de la Commission des Affaires étrangères. Général Trinquant, vous vouliez ajouter? Oui, juste sur ce dernier incident, il est parfaitement documenté. Si vous voulez, pour amener un convoi à l'aéroport, il fallait passer par des checkpoints tenus par les talibans. Les policiers du RAID qui étaient là ont négocié. Ça arrive. On doit négocier, on doit parler avec le diable lorsqu'on en a besoin. Et probablement que le taliban a dit « Ok, mais maintenant, moi, je suis un traître pour les autres, donc vous m'emmenez avec mon frère et ma famille. » Et donc, il est rentré, donc il a été parfaitement identifié, parfaitement ciblé, parfaitement, y compris, et on confond un peu lui et son frère, parce que c'est son frère qui est sorti et qui est allé vers Paris. Et celui-là, il a été suivi pour savoir ce qu'il faisait. Donc les services de renseignement n'ont absolument pas été pris en défaut là-dessus. Et ça fait partie de la manœuvre pour sortir des gens de Kaboul. C'était le prix à payer. Il faut peut-être l'expliquer justement oui, pour ne pas nourrir de fantasmes. Vous avez raison, il n'y a pas de fantasme là-dessus. Gérard Chaliand, il n'y a rien à craindre de ce point de vue-là. On a tort. Vous pensez que Gabriel Attal n'aurait pas dû évoquer hier, à l'issue du Conseil des ministres, voilà, la vigilance nécessaire en matière de sécurité? Bien sûr, mais enfin, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'il y a eu toute une propagande disant on va avoir un déferlement de réfugiés afghans. Il faut quand même être raisonnable. Il va en venir très peu, pour la bonne raison qu'on n'aura pas les moyens matériels de les véhiculer. Deuxièmement, parce que de toute façon, on n'a pas non plus la volonté, et c'est normal, d'en faire venir autant que ceux, par exemple, de Syrie, etc. Il n'y aura pas non plus de M. Erdogan à qui on va confier le soin, tout en le payant, de conserver tant de millions, etc. Donc ça. Et le deuxième, c'est les types qui se font une publicité facile en disant « Attention maintenant, le terrorisme, ça va reprendre ». Bon. Le terrorisme, ça ne s'arrête jamais complètement. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va avoir un chaos. En Afghanistan, on connaît les groupes qui vont tenter de faire du terrorisme publicitaire pour bien montrer qu'ils sont là, au bon moment, si possible, au bon endroit, quand c'est possible. Mais enfin, ils ne vont pas s'emparer du pouvoir parce qu'ils n'ont pas les moyens. Le pouvoir est aujourd'hui contrôlé par les talibans. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment ils vont remettre en marche la machine d'État, comment ils vont réussir à montrer un certain visage transitoire jusqu'à ce qu'ils puissent véritablement imposer leur volonté proprement dite. Voilà, c'est ça qu'il faut suivre. Et pour le reste, j'espère que la France conservera des liens parce que nous en avons qui sont bien avant l'histoire de 1979. Du point de vue culturel, il y a un lycée français. Du point de vue des fouilles archéologiques, nous sommes là depuis maintenant pratiquement un siècle. Donc il y a un potentiel français. Il y a des tas de gens qui parlent le français bien avant le début de la guerre. Donc oui, bien sûr, je veux dire que la France a des liens et il va falloir essayer de les conserver autant que faire se peut. En maintenant le dialogue avec les talibans, en appelant à un gouvernement inclusif, par exemple, comme l'a fait Jean-Yves Le Drian, est-ce que c'était une maladresse, ça, ou il a eu raison de le faire, d'après vous? Je ne sais pas, il y a des choses qu'il faut voir à l'usage. Pardonnez-moi, oui. Il a repris les termes qui sont dans la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Convenu à 15. Oui. Donc on est contraint de reprendre les mêmes termes. Alors qu'est-ce que renferme inclusif? C'est l'usage. C'est un autre sujet. C'est l'usage qui définit l'intelligence ou la bêtise, disons, d'un agrément de cette sorte. Anne Nivin, on peut espérer peut-être demain un gouvernement, disons, largement ouvert en Afghanistan qui permette en tout cas à la France de maintenir un lien, un dialogue avec ce pays?
Peut-être, on verra, mais je crois que si vous voulez, le mot inclusif n'a pas tout à fait la même signification des deux côtés, c'est-à-dire du côté de la déclaration de l'ONU reprise par Jean-Yves Le Drian et du côté des talibans. Mais ce sont eux qui ont la main. Je crois que c'est ça qui est vraiment le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire que ces talibans vont faire tout ce qu'ils peuvent pour se maintenir au pouvoir. Et ça ne va pas être facile. Donc, ça a semblé facile jusqu'à présent. Nous avons tous en mémoire ce qu'était le régime taliban jusqu'à ce qu'il tombe, mais ce à quoi nous allons avoir droit aujourd'hui va être différent. Forcément différent, parce que c'est une question de génération et parce qu'il y a une différence, peut-être pas tout à fait d'idéologie, mais en tout cas, si on prend la ligne de fracture entre les talibans qui sont maintenant au pouvoir en Afghanistan et ceux qui ont commis cet attentat il y a quelques heures, ce double attentat à Kaboul, vous avez d'un côté des internationalistes, ce sont Daesh, Al-Qaïda, cette branche, cette section d'Al-Qaïda qui sont des ennemis des talibans. Et de l'autre côté, vous avez des personnes qui sont nationalistes. Les talibans sont des nationalistes. Les talibans ont tenté quelque chose, ils ont eu besoin de l'aide internationale d'Al-Qaïda, d'Oussama Ben Laden en son époque, mais aujourd'hui c'est fini. C'est fini et c'est justement ce que nous allons voir, comment eux-mêmes vont pouvoir se débrouiller avec sur leur sol d'autres terroristes. On va voir dans un instant Pierre Micheletti avec nous d'Action contre la faim. Un mot, Gérard Chaliand. Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que les Russes ont aidé les talibans depuis environ une demi-douzaine d'années. Pourquoi? Ils l'ont fait parce que leur estimation était les talibans sont des nationaux et nous les aidons, d'abord contre les Américains, mais aussi contre l'hypothèse selon laquelle les djihadistes, eux, sont nos ennemis, comme ils sont les ennemis d'ailleurs de tous les autres, et que le fait que les talibans gagnent, c'est bon pour ceux qui pensent qu'il y a un minimum de choses sur lesquelles il faut s'entendre. Donc les Russes ont annoncé, nous gardons notre ambassade, surtout nous comptons sur vous pour ne pas chercher noise aux pays voisins, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan. D'ailleurs, nos troupes s'y trouvent. Voilà. Un des aspects aussi sur lesquels seront jugés les talibans, c'est leur capacité à remettre le pays en ordre de marche et également à garantir l'accès notamment à la nourriture pour beaucoup d'Afghans, pour qui aujourd'hui c'est devenu un véritable défi. Pierre Micheletti, vous êtes médecin, vous présidez à Action contre la faim. D'abord, sur la situation même des humanitaires aujourd'hui en Afghanistan, peuvent-ils continuer à travailler d'une certaine manière, c'est-à-dire à venir en aide à la population afghane, ou bien sont-ils dans la même situation, en tout cas pour les Occidentaux qui s'y trouvent, que leurs compatriotes, à savoir l'obligation de rentrer aujourd'hui pour des raisons sécuritaires? Travailler d'une certaine manière, c'est-à-dire à venir en aide à la population afghane, ou bien sont-ils dans la même situation aussi? Pierre Micheletti, est-ce que vous nous entendez? Je n'ai pas de son, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien, mais est-ce que vous avez entendu la question surtout? Un problème de son, visiblement. Liaison sonore avec Pierre Micheletti qui ne nous a pas entendus. On l'évoquera. Mais ça, c'est vrai que c'est aussi une vraie question, le sort de ces humanitaires, parce que est-ce qu'eux font partie aussi des soldats, des diplomates, des ressortissants, des civils occidentaux qui sont appelés à rentrer? Oui, alors pour ce qui est de l'ONU, ils ont déjà été évacués. Je ne sais plus si c'est au Tadjikistan ou au Kazakhstan, mais ils ont été évacués en tout cas. C'est une procédure normale d'évacuation de l'ONU qui évacue ses personnels dans un pays proche pour continuer à opérer à partir d'un pays proche. Donc ça a été fait. Pour l'Union européenne, parce qu'il y avait des Afghans qui étaient utilisés par l'Union européenne, on a vu que la France les a évacués. Ils faisaient partie d'un des deux ou trois premiers avions. Donc voilà. Maintenant, vous avez raison. On ne peut pas faire de l'aide humanitaire en étant déporté complètement ailleurs. Il faudra faire l'humanitaire. Moi, je pense à l'hiver en Afghanistan, l'hiver extrêmement rude qui arrive, où la faim va se présenter. Un Afghan sur trois en situation d'insécurité alimentaire. Exactement. Et donc, il y a besoin
Et les Afghans ont besoin de la coopération internationale pour ça. Donc ça, c'est probablement un levier pour discuter avec eux, parce que comme votre question était, va-t-on discuter avec les talibans? Je répète qu'il faut discuter avec les talibans. Reconnaître le gouvernement des talibans, c'est autre chose. Pour l'instant, c'est sur la liste des groupes terroristes, il faudra voir. Mais en tout cas, discuter avec eux, c'est un impératif. C'est eux qui sont aux manettes, et on a besoin de sauver la population afghane. Maintenir le dialogue avec les Occidentaux et notamment la France, le souhaitent-ils eux-mêmes, les talibans, maintenant que la Chine semble les courtiser sur les nouvelles routes de la soie? D'abord, les routes de la soie ne vont pas passer par l'Afghanistan. C'est un pays trop insécure. Deuxièmement, ils ont intérêt, les Afghans, à avoir le plus de reconnaissance possible et le plus d'aide possible. Bon. Jusqu'à maintenant, ils n'ont fait pas de velours. On va voir jusqu'à quand ça continue. Quant aux Chinois, bon, bien sûr, ils veulent acheter les minerais, ils vont compter. On dit souvent que les Afghans, pardon, que les Chinois n'ont pas de pouvoir feutré, qui est la bonne traduction de soft power. Mais ils ont le pouvoir le plus feutré du monde. Ils n'ont pas de capacité de séduction à travers la culture populaire. Mais ils en ont une. Ils ont l'argent. C'est extrêmement séduisant de voir arriver à l'État qui dit « tu veux combien ?» C'est ce qu'ils ont fait avec les Iraniens. Donc ils peuvent très bien employer ce langage avec les talibans. Ils ont les moyens. Anne Niva, la Russie que vous connaissez bien est aussi un acteur en Afghanistan. D'ailleurs, elle l'a subi à ses dépens. Ces dernières années, nous dit Gérard Chalion, elle s'est rapprochée des talibans. On a vu d'ailleurs qu'à l'arrivée des talibans à Kaboul, Moscou a semblé plutôt sur une position attentiste, voire même presque bienveillante. Comment les Russes envisagent-ils les prochaines années en Afghanistan? Y ont-ils un intérêt? Bien sûr, ils ont l'intérêt à conserver une région sur leur flanc sud-est, c'est-à-dire l'Asie centrale ex-soviétique, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, etc., stable. C'est bien sûr la peur, la grande peur russe, c'est-à-dire d'une contagion, disons, révolutionnaire, voire guerrière. Révolutionnaire, c'est plutôt du côté ouest avec l'Ukraine, la Biélorussie. Et sur ce côté-là, ça serait plutôt guerrière, parce que vous avez quand même des groupements terroristes qui sont évidemment interdits sur le sol russe, à qui les talibans ont déjà confié une région qui est la région de l'extrême nord-est de l'Afghanistan. C'est-à-dire que les talibans, finalement, commencent, mais on va voir s'ils le poursuivent, à sous-traiter d'une certaine façon la façon de gouverner. Mais moi, je crois qu'il faut également bien regarder ce qui va se passer avec le Pakistan. Parce que n'oublions pas que le Pakistan joue un double jeu, et ce, depuis très longtemps, puisque officiellement le Pakistan est un allié des Américains. Ça, c'est très important dans la guerre contre Al-Qaïda et contre les talibans. Les Américains, leurs lignes d'approvisionnement, et aujourd'hui les lignes par lesquelles ils s'en vont, c'est les ports, etc., c'est le Pakistan. Mais la victoire talibane que nous avons vue de ces derniers jours est également due au Pakistan, c'est-à-dire au service ISI, c'est-à-dire au service secret pakistanais, qui, alors là, ça serait compliqué à expliquer en quelques mots, mais qui, depuis des années, en sous-main, entraîne verbalement et même parfois physiquement les talibans afghans, qui sont des Pashtuns. Et il faut souligner le fait que la ligne Durand, qui est la frontière elle est longue, la frontière, mais Gérard Chalian l'expliquera mieux que moi, la frontière entre l'Afghanistan et entre le Pakistan est une passoire absolue, c'est une frontière qui n'existe pas. Donc comme c'est le même peuple, le peuple Pashtun, et que encore aujourd'hui, dans son immense majorité, les talibans sont de l'ethnie Pashtun, même si maintenant il y a quelques Tadjiks et quelques Ouzbeks, eh bien évidemment ça augure mal de l'avenir pour la stabilité dans cette région. Donc je crois que c'est vraiment, et l'Iran, je terminerai là-dessus, l'Iran, autre voisin important de l'Afghanistan, alors que l'Iran n'avait pas du tout soutenu les talibans lorsqu'ils étaient au pouvoir. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus attentiste, l'Iran.
elle n'a rien dit de complètement négatif depuis qu'ils sont réapparus. En Iran, on essaye de renvoyer les Afghans qui sont arrivés sur le territoire iranien en Afghanistan, c'est-à-dire qu'ils font plutôt bonne figure dans le but sans doute d'une réelle politique qui les aiderait à modifier leur statut ou à conserver ce statut de grande puissance locale, la puissance iranienne je veux dire, et donc avoir des bons rapports avec les talibans. C'est bien vu. Voilà, Gérard Chaliand approuve totalement votre analyse. Anne Nivin, le mot de la fin, Général Trinquant, finalement, il y a un boulevard dans la région pour les talibans, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. En tout cas, personne régionalement ne s'oppose à leur prise de pouvoir à Kaboul. Bien sûr, mais juste un mot sur les Chinois. Chacun fait un deal avec les talibans. Pour les Chinois, c'est simple. Écoutez, on va exploiter vos mines, il y a déjà une mine de cuivre, on va exploiter le lithium, les terres rares, etc. Donc, ça vous apportera des moyens financiers. En échange, vous ne vous intéressez pas aux Ouïghours, qui, chez nous, est la minorité musulmane qu'il faut maintenir sous le boisseau. Voilà, pour le reste, tout a été dit. Merci beaucoup, Général Trinquant. Merci à Anne Niva qui était avec nous, ainsi qu'à Gérard Chaliand, à Anne Gentet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y avait également Wassim Nass qui était avec nous en première partie et Pierre Micheletti, avec qui nous n'avons pas réussi à établir de liaison, le président d'Action contre la faim, mais vous pourrez retrouver certainement sur l'antenne de France 24. Je vous rappelle l'événement de cette journée, c'est cette double explosion à l'aéroport de Kaboul qui a fait, selon des sources afghanes, mais enfin qui reste encore à confirmer, au moins 6 morts et une soixantaine de blessés. Restez avec nous sur France 24, prochain journal dans moins de 10 minutes.